Pour comprendre pourquoi les banques ont si peur de la crypto-monnaie, il faut comprendre les concepts essentiels de l'argent. Depuis presque toujours, il existe un lien entre les métaux précieux et la monnaie. Pourquoi? Car l'argent est censé servir à des échanges de produits réels qui ont une valeur mesurable. Ainsi, parce qu'il est plus facile et sécurisé de transporter des pièces et des billets que des lingots d'or et des diamants, il a été convenu que pour chaque pièce et billet créé, les banques qui jouent le rôle d'intermédiaire auront dans leur coffre l'équivalent en métaux précieux et plus particulièrement en or. Cependant, au cours du siècle dernier, sous l'effet cumulé de la révolution industrielle et de la mondialisation, il devenait de plus en plus compliqué pour les banques d'avoir assez de métaux précieux pour assurer cette convertibilité entre l'or et la monnaie. Ainsi, le 15 août 1971, en annonçant unilatéralement la fin de la convertibilité entre l'or et le dollar, le président américain Nixon mit fin au système étalon or et débuta le système de change flottant. L'argent est devenu ainsi fiat, confiance en latin, car il ne reposait sur plus rien de réel. En 2022, on estime que seulement 5 à 10% des transactions financières mondiales sont issues de l'économie réelle. Donc, ce qui veut dire de l'échange de biens et de services réels. Donc, ce qui veut aussi dire que 90% à 95% des transactions financières ne sont que des lignes de code sur des serveurs de banques financières qui sont vraiment opaques, donc qui sont facilement falsifiables. Comme faire l'affaire Clearstream, les Panama Papers, la crise des subprimes et le scandale du Libor. Une banque centrale est une banque qui appartient à un pays ou à un groupe de pays. Les trois rôles d'une banque centrale sont premièrement d'émettre les pièces et les billets que nous utilisons tous les jours. Deuxièmement, d'assurer la stabilité économique des prix via des mécanismes comme les taux directeurs ou les quantitative easing et bien d'autres mécanismes que je vous invite à découvrir sur la chaîne Eureka. Et troisièmement, d'assurer les échanges interbancaires via la monnaie de banque centrale. Une banque privée est une entreprise privée comme les autres, donc soumise au code de la faillite des entreprises. Une banque privée est chargée de gérer les crédits, les assurances et les investissements des ménages via un ensemble de règles dictées par une banque centrale, donc par extension par les États qui constituent cette banque centrale. Les trois rôles de la monnaie sont premièrement une unité de compte. Vous pouvez compter tout ce que vous voulez grâce à la monnaie. Deuxièmement, un moyen de transaction. Vous pouvez échanger des biens et des services grâce à la monnaie. Et troisièmement, une réserve de valeur. Vous pouvez économiser grâce à la monnaie. Et normalement, dans une situation économique normale, vous avez l'assurance que ce que vous avez acheté maintenant aura la même valeur unitaire plus tard. Une action est une partie d'entreprise qui vous donne droit à un vote dans cette entreprise et à des dividendes. Une obligation est une reconnaissance de dette que l'État ou l'entreprise qui a émis cette obligation a envers la personne qui a acheté cette obligation. Donc, une obligation donne droit à un taux d'intérêt. Donc, en réalité, l'entreprise ou l'État qui émet l'obligation contracte un crédit auprès de l'obligataire. Un produit dérivé est une assurance sur une action ou une obligation. Un token est une unité de compte. Cette unité de compte peut être financière, comme dans le cas des crypto-monnaies. Elle peut aussi représenter une voix, comme dans le cas des DAO, ou elle peut représenter une partie de quelque chose, comme dans le cas de la tokenisation immobilière. Elle peut aussi représenter l'ensemble de ces choses. Très bien, maintenant que vous comprenez les 4 concepts de base de l'argent, il est temps de vous expliquer pourquoi les gouvernements du monde entier, les banques centrales
et les banques privées ont si peur de la blockchain et de la crypto-monnaie? Plus tôt dans cette vidéo, je vous ai dit que 90% de l'argent mondial n'était pas réel. Ce ne sont que des lignes de code sur des serveurs de banque opaques qui représentent des actions, des obligations et des produits dérivés sur ces actions ou ces obligations. Donc, 90% de l'argent mondial, ce ne sont que des paris sur des bénéfices futurs. Pour savoir si le Bitcoin a une valeur ou non, il faut se demander ce qui fait réellement la valeur d'une monnaie. S'il paraît indéniable que l'euro, la livre, le dollar et les crypto-monnaies sont bien des unités de compte et des moyens de transaction, il nous reste à vérifier que ce sont bien des réserves de valeur. Mais des réserves de valeur qui comparent quoi par rapport à quoi? Cette question, bien que centrale, est totalement absente des débats publics en matière de crypto-monnaie et de monnaie en général. Pourquoi? Car vous verrez que répondre à cette question, en fait, c'est mettre à mal le système économique capitaliste dominant et nos modes de consommation. Donc prenons par exemple l'euro. Tant que vous commercez dans la zone euro, vous vous fichez de savoir combien vaut l'euro par rapport au dollar. C'est à partir du moment où vous allez commencer à exporter ou importer des marchandises que cela devient important. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir. C'est parce que la plupart des produits et services que nous utilisons ne sont pas produits localement et qu'il n'existe pas une monnaie internationale que nous avons besoin de calculer la valeur de la monnaie. En réalité, ceci est la conséquence d'un problème bien plus large. La confiance et le rapport de force que nos États entretiennent. En effet, pourquoi la livre sterling a plus de valeur que l'euro, qui a lui-même plus de valeur que le dollar, qui a lui-même plus de valeur que le franc CFA? La réponse est très simple, la confiance que les investisseurs fortunés ont à investir dans tel ou tel État ou groupement d'États, ce qui détermine le rapport de force. Donc, économiquement parlant, tous les pays ne sont pas égaux, car la confiance que les investisseurs ont par rapport à la capacité de l'économie du pays à assurer un retour sur investissement à ses investisseurs est différente. Mais que se passerait-il si chaque pays adoptait comme monnaie nationale le Bitcoin? Allons même encore plus loin. Que se passerait-il si on supprimait totalement la notion de pays? En effet, en définitive, peu importe nos différences culturelles, religieuses et physiques, la science nous a prouvé que nous étions qu'une et une seule même espèce, l'espèce humaine. Voilà donc selon moi ce qui fait si peur au gouvernement et aux banques dont leur principal fonds de commerce est d'entretenir cette discrimination qui fait que le rapport de force est tel que 85% de la population mondiale vit avec moins de 650 € par mois. Ce qui permet l'exploitation de l'homme par l'homme et surtout des États et des entreprises qui pillent les pays les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de se défendre financièrement. Voilà donc selon moi pourquoi le débat sur la valeur du Bitcoin est un faux débat qui masque le vrai débat que nous devrions avoir. Si vous avez répondu à la première affirmation, alors oui, le Bitcoin et les crypto-monnaies ne valent rien, car elles donnent les mêmes chances à tout le monde d'accéder aux grands jeux de l'économie mondiale. Car les règles qui régissent cette économie mondiale ne sont plus gérées par un État ou un groupement d'États corruptibles aux intérêts économiques divergents, mais par du code informatique infalsifiable et surtout neutre.